Bueno, muchas gracias. Ya siendo las 3 de la tarde, Bien, vamos a bonjour. Il est 15 heures, heure française. Nous allons commencer avec le premier séminaire web organisé entre l'Association franco-colombienne de chercheurs Colifri, l'Institut droit et santé de l'Université de Paris et l'Institut este Pasteur. seminario sobre salud, Ces emergencias séminaires sanitarias y portent vacunas sur la question de son santé, muy urgence importantes sanitaire et porque vaccins los investigadores et cherchent trabajan à en consolider les colaboración. liens entre les chercheurs des deux pays. Y antes que todo, quisiera comenzar Je souhaite tout d'abord hacer commencer recordar cómo se utiliza la función de interpretación par vous para que rappeler escuchen bien comment y entiendan bien. fonctionne l'interprétation sur Zoom pour que Tanto vous en español puissiez como en entendre la inglés. langue que vous voulez, soit le français, soit l'espagnol. Me disculparán un minuto. No, no me deja compartir pantalla. Pardonnez-moi, je n'arrive pas à partager mon écran. A todas las Voilà, personas ça y que est. nos están mirando en este momento, Donc, voy a decir primero las instrucciones en francés je y vais luego vous las instrucciones présenter en d'abord español les para que instructions en puedan français et ensuite les instructions en espagnol cómo pour podemos que dar las intervenciones en el vous idioma puissiez de nuestra lengua materna o en el que más nos convenga. écouter les interventions dans la langue de votre choix. Bienvenue au premier des séminaires web sur urgence santé, urgence sanitaire et vaccins, qui a été organisé par l'Association des chercheurs colombo-français Colifri, par l'Institut de droit et santé de l'Université de Paris et par l'Institut Pasteur. Je vous invite tout d'abord à cliquer sur le bouton Interprétation, qui est tout en bas, et choisir la langue française. Et aussi, si vous voulez, vous pourrez mettre l'option de couper le son original pour que vous écoutiez seulement les interventions des traducteurs. Ensuite, je vous invite à poser toutes les questions aux intervenants à travers de l'option Q&R, questions et réponses. Nous allons recueillir toutes les questions pour leur poser aux intervenants à la fin de leurs interventions. Maintenant, je vais passer à l'espagnol, donc s'il vous plaît, cliquez sur Interprétation français et continuez avec moi, s'il vous plaît. Y bueno, en español, para activar la función de interpretación, los invito a Donc, que cliquen en je la m'adresse maintenant à vous en espagnol avec interprétation en français. Si vous souhaitez entendre l'interprétation en français, vous pouvez choisir, donc cliquer sur le bouton interprétation en bas, choisir la langue que vous voulez, français ou espagnol, et couper ou désactiver le son original qui vous permet de n'entendre que les interprètes et pas les intervenants. Si vous avez une question à faire aux intervenants, je vous invite à cliquer sur l'icône questions et réponses en bas de votre écran pour pouvoir y poser les questions que vous souhaitez. Voilà pour ces informations techniques. Nous allons maintenant commencer cette série de webinaires, mais je souhaite tout d'abord faire quelques remerciements parce que cet événement est le résultat de ce que nous pourrions appeler l'intelligence collective, une participation de bon nombre de personnes au cours des 3 derniers mois. Et je souhaite tout d'abord remercier Léo Dazon, président de Colifri France, qui nous a accompagnés depuis le premier instant dans ce projet. Je remercie également Fabrice Gallia, co-coordinateur académique de Colifri, aux côtés de Daniel Scott, membre de Colifri et de l'Institut Pasteur, qui nous a accompagnés avec la direction scientifique de l'événement, mais aussi plusieurs aspects d'organisation. Je remercie également les équipes de communication de Colifri, en particulier Aline et ses collègues qui nous ont beaucoup aidés, l'Institut droit et santé, en particulier Charlotte qui nous a beaucoup aidés aussi pour que cet événement puisse se faire. Et je remercie également la co-directrice de l'Institut droit et santé, Caroline Le Goffik, et je la remercie d'ailleurs tout spécialement puisqu'elle nous a aidés à tout moment, non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi d'un point de vue d'organisation, l'aspect financier, et surtout parce qu'elle nous a vraiment aidé avec un objectif que nous poursuivons depuis le départ, c'est-à-dire que dans ces époques de distanciation sociale, de confinement, et malgré tous les obstacles qui nous séparent,
Nous devons néanmoins continuer à échanger pour trouver des solutions à cette crise. Je vous remercie donc, Madame Le Goffik, et je vous donne la parole pour que vous puissiez inaugurer cette série de webinaires. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je me joins à vos remerciements envers toute l'équipe de Colifree, aussi bien en France qu'en Colombie. Un grand merci à l'équipe communication. Merci également à nos conférenciers qui nous font l'honneur aujourd'hui d'ouvrir ce cycle de séminaires, et je suis ravie à l'idée de les entendre, et je suis certaine que les débats seront très riches. Alors, j'ai le plaisir de représenter ici l'Institut Droit et Santé, qui est donc une des parties prenantes de cet événement. L'Institut Droit et Santé, en quelques mots, ça sera très rapide, c'est un centre de recherche qui dépend de l'université, alors anciennement appelée Paris-Descartes, aujourd'hui Université de Paris. Nous avons fusionné avec une autre entité. Et l'Institut Droit et Santé a la particularité d'abord d'être un centre de recherche universitaire pluri- ou transdisciplinaire, puisque nous sommes évidemment juristes, de droit privé d'ailleurs comme de droit public, mais nous avons aussi le plaisir d'associer à nos réflexions des professionnels de santé, que ce soit des médecins, des pharmaciens, des infirmiers. Nous travaillons également avec des économistes. Donc l'idée, et je suis ravie d'ailleurs d'être associée à cet événement qui lui aussi se veut pluridisciplinaire, c'est toujours un gage de richesse. Je dirais également que l'Institut Droit et Santé a l'honneur de bénéficier d'une labellisation de l'INSERM, donc Institut de recherche médicale en France, et nous en sommes particulièrement honorés parce que nous sommes la première, et à ma connaissance d'ailleurs la seule équipe de droit, donc non scientifique au sens strict, à bénéficier de cette labellisation INSERM. Donc une belle reconnaissance et je pense un encouragement pour notre activité. Alors, j'en ai déjà trop dit sur l'IDS. Je vais tout de suite vous rendre la parole, Ephraïm, et en tout cas, je vous remercie de nouveau et tout particulièrement pour avoir pris l'initiative de cette belle manifestation. Je pense qu'il faut vous saluer tout particulièrement parce que c'est de vous, au départ, que c'est en vous que l'idée est née, et je suis ravie que vous soyez venus nous en parler, et on est tout à fait content de soutenir cette initiative. Voilà, je vous souhaite à tous de très bonnes discussions et je vous rends la parole, Ephraïm. Muchas gracias, profesora. Ahora, para Merci continuar, beaucoup, professeur Le Goffik. Je vais maintenant donner la parole à Daniel Scott de l'Institut Pasteur, qui nous a également soutenus depuis le début de ce projet. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je me joins au remerciement à tous les gens qui ont contribué fortement à la réalisation des séminaires, et que, comme a été indiqué par Ephraïm, ce n'est pas une chose facile vu les moyens avec lesquels nous sommes obligés de travailler. Et bien, je remercie aussi toutes les organisations qui ont contribué, et surtout à Colifree pour nous avoir beaucoup aidé à la réalisation du séminaire. Je pense que l'Institut Pasteur n'a pas besoin d'être présenté, mais seulement quelques mots. Je rappelle que l'Institut Pasteur est un institut privé et que dans le cadre de ces séminaires, bien, nous sommes obligés à utiliser beaucoup la valorisation de notre recherche. Ça, par le biais naturellement des valorisations de tout ce qui est nos inventions. L'Institut Pasteur a un système un petit peu particulier d'organisation pour la détection assez précoce des inventions. Et seulement pour vous rappeler aussi que nous sommes prêts à accueillir des stagiaires pour qu'ils viennent faire des stages et voir l'organisation de tout ce qui est les systèmes
des brevets et le système qu'on appelle Grant Office. C'est que c'est pas seulement la détection temporaire des inventions, mais aussi la valorisation de tout ce qui est les suivis des inventions des chercheurs à Pasteur, par l'intermédiaire surtout des contrats de recherche et développement avec l'industrie privée et publique. Et je voulais aussi bien beaucoup remercier Efraïn parce que c'est lui qui nous a impulsé, qui nous a poussé vraiment à chaque fois à nous engager dans cette petite histoire, mais qu'aujourd'hui ça s'est concrétisé et que bien, merci beaucoup Efraïn et merci beaucoup à tous et à toutes pour, Oui, je n'entends personne, hélas. pour la présence. Et je passe la parole aussi à Efraïn pour la continuation. Merci beaucoup. Gracias, Daniel, por esas primeras Merci palabras. beaucoup, Daniel. Merci pour ces quelques mots de la part de l'Institut Pasteur et pour l'invitation que vous faites à d'éventuels stagiaires. Je termine par donner la parole au président de Colifri France, M. Léo Dazon, qui va nous dire en quelques mots ce qu'est Colifri et pour qu'il inaugure formellement ce webinaire. Merci beaucoup, Efraïn. Monsieur le professeur Pierre-Henri Bréchat, monsieur le professeur Carlos Alvarez, madame Caroline Le Goffy, co-directrice de l'Institution de droit et santé de l'Université de Paris, monsieur le professeur Daniel Scott Algara de l'Institut Pasteur, membre de Colifri France, cher Daniel, monsieur Fabrice Gallia, co-coordinateur académique de Colifri France, cher Fabrice, monsieur Efraín Fandiño, coordinateur de l'événement, membre de Colifri France, cher Efraín, chers collègues, buenos días y buenas tardes a todos. Madame, Messieurs, au nom de Colifri France, c'est un honneur d'ouvrir ce séminaire en 4 volets sur le thème si crucial de la santé, l'urgence sanitaire et le vaccin. Je tiens à féliciter les organisateurs, notamment Efraín Fandiño, Daniel Scott et Fabrice Gallia, qui sans aucun doute sauront donner corps et contenu à ce séminaire inédit. Santé, urgence sanitaire, vaccin, chaque mot de cet intitulé suscite de nombreux défis intellectuels, des tensions logistiques, juridiques, des tensions politiques, des réflexions politiques, économiques et l'avenir de notre humanité. À l'heure où chacune de nos activités professionnelles, personnelles, publiques ou privées sont soumises à la mise en garde contre le Covid, cette série de 4 séminaires ne peut être plus ancrée dans l'actualité, réfléchissant aux enjeux de ce défi global qui est de lutter contre cette pandémie et préparer nos sociétés à sortir de cette crise mondiale. Dans un esprit citoyen et en tant que chercheur, ces derniers mois, nous avons appris à encore plus utiliser les moyens de communication virtuels. En transformant le lien social du plaisir de se retrouver, d'échanger et de discuter avec nos collègues, nous essayons, chacun à notre échelle, de limiter cette crise sanitaire en faisant preuve de responsabilité, reconnaissance ici et solidarité avec le corps médical qui subit les tensions extrêmes et urgentes au quotidien, qui soit salué, remercié et reconnu. En tant que chercheur et à partir d'une démarche citoyenne et humaniste, nous ne pouvons en rester là. C'est donc avec gravité, enthousiasme et responsabilité que ce webinaire a vocation de présenter et approfondir des analyses croisées, franco-colombiennes et aussi internationales, sur ces thèmes aussi cruciaux que complexes. Ainsi, nous remercions les intervenants et les experts de cette série de webinaires. Rappelons que Colifri est une association française et colombienne de chercheurs qui cherche à promouvoir la coopération scientifique entre nos deux pays. Elle a pour but de se porter candidat à des appels à projets français, colombiens et européens. Dans cette perspective, Colifri s'organise par groupes thématiques, comme par exemple le groupe thématique sur les énergies renouvelables, sur la construction des sociétés de paix. Nous comptons aussi sur un groupe de réflexion autour du plurilinguisme et des diversités culturelles, sur les nouvelles responsabilités sociales et entrepreneuriales et du transfert de nouvelles technologies. Évidemment, ce groupe constitue celui de nouvelles technologies en matière de santé. Ainsi, Colifri encourage le travail pluridisciplinaire et interinstitutionnel. Nous pensons que le dialogue entre les champs disciplinaires est une source de vitalité à l'heure de répondre aux différents appels à projets de coopération internationale.
Le réseau Colifri vise ainsi à dépasser les frontières traditionnelles qui peuvent freiner la production scientifique. Le confinement global nous oblige à repenser nos manières de travailler. Ce contexte nous offre de nouvelles contraintes, mais aussi de nouvelles opportunités. Dans ce contexte historique où les experts et les scientifiques sont revenus au premier plan de la décision publique, avec les chercheurs du réseau Colifri, nous avons déjà réalisé un cycle de conférences au mois de mai-juin pour réaliser des forums autour des réflexions comme la limitation des droits fondamentaux en temps de confinement, celui de réinventer l'industrie de tourisme de demain, penser le monde d'après la pandémie. Le thème d'aujourd'hui est un défi immense, mais nous sommes très fiers depuis Colifri et à notre échelle de contribuer à la réflexion sur l'un des défis majeurs de notre temps. Je remercie ainsi chaleureusement au nom de Colifri l'Institut de droit santé de l'Université de Paris, l'Institut Pasteur et l'INSERM comme co-organisateurs de cet événement, avec qui nous joignons des efforts pour l'analyse et la production scientifique. Merci donc à chacun des intervenants et des participants de ce webinaire. Le réseau Colifri est ravi d'accompagner ces réflexions que nous vous souhaitons fructueuses. Bon forum à tous, bon webinaire. Muchas gracias, Leo, por esas palabras y por señalar Merci algunos. beaucoup, Léo, pour ces quelques mots et pour souligner les défis qui vont être les nôtres pendant les prochains mois et peut-être même les prochaines années. Pour commencer, avant d'entrer en matière, je vais vous rappeler les objectifs que nous avons établis lorsque nous avons créé ce séminaire. Cette série de webinaires sur différents sujets qui nous semblent pertinents vise à aborder différents défis qui sont ceux aujourd'hui de la communauté académique. L'accès à la connaissance, entre autres, et c'est pourquoi toutes les interventions de nos collègues français et colombiens visent à consolider les liens entre les deux communautés scientifiques autour des questions liées à la santé qui constituent bien entendu un élément fondamental actuellement. Suite à ces webinaires, nous espérons ne pas nous arrêter là et aller au-delà des mots. C'est pourquoi nous souhaitons passer à une phase 2 à laquelle j'invite toutes les personnes qui nous suivent à écrire aux 2 courriels que vous voyez ici au bas de l'image, académique@colifri.com ou efraindejesus.fandiño-lopez, puisque l'idée est de continuer à partager nos travaux de recherche pour mieux orienter nos politiques en matière de sciences, de technologie et d'innovation. Mais aussi créer des liens entre nos chercheurs pour peut-être nous présenter à différents appels à projets, institutions gouvernementales, privées, internationales. Et nous pourrions également réaliser différents cours ou des formations pour des chercheurs de France ou de Colombie. Nous avons donc créé à partir de cela un programme qui se compose d'abord de 4 webinaires. Le premier est celui d'aujourd'hui. Il concerne les politiques de santé en France et en Colombie, pour savoir ce que font nos gouvernements actuellement pour faire face à cette crise. La semaine prochaine, nous parlerons d'un sujet qui peut sembler peut-être technique à première vue. Il s'agit du droit de la concurrence et les brevets d'office. Et là, nous parlerons de l'accès aux médicaments, de l'accès aux traitements, de l'accès aux vaccins et le fait qu'un nombre limité de laboratoires disposant des capacités suffisantes réalisent actuellement les principales recherches sur le vaccin. Et nous souhaitons savoir si le brevet d'office, qui est un instrument de droit existant, pourrait permettre de lutter contre les abus de position dominante. Troisièmement, la question de l'accès au vaccin, plus spécifiquement, c'est-à-dire comment distribuer le vaccin quand nous l'aurons, puisqu'il semblerait que nous en aurons bientôt un,
quelles doivent être les conditions pour pouvoir avoir accès à ce vaccin, les différents critères, mais aussi les aspects de garantie du droit à la vie des personnes, et nous terminerons ces réflexions par un exercice de prospective le 10 décembre. La question n'est pas tant de savoir s'il va y avoir une nouvelle épidémie ou une nouvelle pandémie, mais plutôt quand. Nous savons bien que d'autres pandémies viendront. Alors, comment nous préparer du mieux que nous pouvons pour pouvoir être beaucoup mieux préparés à l'avenir que ce que nous l'avons été pour la COVID-19. Pour commencer, aujourd'hui, notre premier séminaire, nous sommes accompagnés par deux personnes que je remercie et je sais qu'elles sont très occupées. De France, d'abord, le docteur Pierre-Henri Bréchat, qui est médecin spécialiste en santé publique et médecine sociale. Il est praticien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et pour ceux qui ne sont pas français, eh bien, il s'agit d'un des établissements de santé les plus importants de France. Il est titulaire d'un doctorat en droit public et il combine donc une formation juridique avec une formation médicale. De Colombie, nous sommes accompagnés par l'un des experts colombiens en épidémiologie et dont les connaissances et la carrière l'ont mené jusqu'à l'OMS où il occupe le rôle de coordinateur national des études Covid-19 en Colombie auprès de l'OMS. Il est médecin, infectologue auprès de l'Université nationale de Colombie, docteur en sciences biologiques et également spécialisé en épidémiologie. Je crois qu'il a activement collaboré avec Colifri depuis sa création. Pour commencer, je vais donc donner la parole au professeur Bréchat pour qu'il nous présente le point de vue français des politiques de santé. Docteur Bréchat, vous avez la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous remercie pour votre belle invitation, ainsi que pour ce sujet très intéressant. Pour cette première intervention, j'ai envoyé un PowerPoint. L'avez-vous? Voilà, je vous remercie beaucoup. Pour peut-être changer les pages, c'est moi qui ai la main ou c'est vous? Je la change, mais vous me direz, oui. Parfait. Et que vous... Donc, pour faire suite à votre très belle présentation qui m'honore, est-ce que mon rythme de parole correspond bien au traducteur? Ok. C'est une question qui, pour moi, touche à la question du système de santé et d'assurance maladie ou d'assurance santé. Donc, pour ce faire, comme vous l'avez dit, je suis un médecin praticien, mais aussi spécialiste de santé publique et de droit. Mais j'ai aussi beaucoup publié en économie de la santé, ce qui fait que ma présentation couplera les 4 disciplines. En préalable, ma présentation ne sera basée que sur des références scientifiques qui seront mentionnées. En aucun cas, je n'émettrai d'opinion ou d'avis. Donc, prochaine slide, s'il vous plaît. Il m'a semblé intéressant, suite au titre que vous m'avez donné, de trouver une définition commune de la santé, puisque la Colombie et la France sont des États parties des Nations Unies. Le choix de la définition peut être celui-ci. Donc on voit bien que tout doit être fait pour que la population ne tombe pas malade grâce à une prise en compte de ce qu'on appelle les déterminants de la santé, où il est question d'eau, où il est question d'alimentation, de nutrition, de logement, d'éducation. Et quand la population tombe malade, il faut un système de santé et d'assurance maladie en capacité de prendre en charge ces usagers-là.
L'autre partie importante, c'est la question de la démocratie, puisque les populations doivent pouvoir co-construire finalement le système de santé et d'assurance maladie pour qu'il soit en possibilité de prendre en charge ces pathologies partout sur le territoire. Prochaine diapositive. Donc, à mon sens, il faut replacer la pandémie du Covid dans un ensemble plus vaste, qu'on pourrait appeler les grands problèmes de santé dans le monde, qui sont bien sûr infectieux. Donc avant le Covid, on a eu d'autres pandémies comme le H1N1, comme le sida, et on sait qu'il y en aura d'autres. Il faut prendre en compte les spécificités des populations, les populations pauvres, les populations âgées, par exemple. Donc il faut que toutes les populations puissent bénéficier d'une offre leur permettant d'avoir des soins et des prises en charge de qualité en fonction des déterminants de la santé également, notamment l'environnement qui devient de plus en plus pressant, notamment sur la résurgence ou la survenue prochaine d'autres pandémies, et les déficits ou les avantages des systèmes de santé d'assurance maladie tant français que colombiens pourraient être discutés. Prochaine slide. Merci. Donc, pour prendre en charge une pandémie, il faut un système de santé d'assurance maladie en capacité de le faire. Ça nécessite ce qu'on pourrait appeler l'efficacité sociale, c'est-à-dire le fait qu'il puisse prendre en charge tout le monde. On peut appeler ça aussi la réduction des inégalités de santé, l'amélioration de l'état de santé de la population partout sur le territoire. Et pour ça, il faut des offres de prévention et des soins de haute qualité qui guérissent le plus possible, avec une organisation qui soit accessible pour tout le monde. Et cet ensemble-là a un coût supportable. Dans un contexte compliqué d'indépendance des systèmes, dans un monde qui se globalise, avec des questions de solidarité à la fois au niveau des États, mais aussi entre États, et avec des questions environnementales importantes, surtout si on prend en compte les questions pandémiques actuelles et à venir. Prochain slide. Donc, l'un des thèmes majeurs qui pourrait nous occuper, après la transition démographique, après la transition épidémiologique, c'est l'organisation et le financement des systèmes de santé et d'assurance maladie, qui est devenue aujourd'hui la troisième grande transition mondiale. C'est la grande question aujourd'hui qui occupe la santé. Prochaine slide. Donc pour resituer le droit français, on voit que la protection de la santé n'est garantie que tardivement, puisque c'est en 1946 qu'une grande loi, celle du 4 mars 2002, fait que le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Et cette loi est elle-même renforcée par celle du 26 janvier 2016, qui pose que la nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun. Et la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. La remarque que l'on peut faire sur ce slide, c'est que la question de la santé et de l'investissement de l'État dans la politique de santé récente, si on regarde 1946 et 2016, alors que nous sommes en 2020. Prochain slide. Alors, il y a une question particulière que l'on doit aborder, c'est qu'en 2000, l'Organisation mondiale de la santé a fait de la France le meilleur système de soins de santé généraux. Mais en 2019, tous les classements internationaux révèlent que nous avons perdu notre leadership pour occuper aujourd'hui
le milieu de tableau. Donc, nous reculons régulièrement, 11e place pour l'Euro Health Consumer Index, ou pour l'OCDE, nous sommes redescendus également en milieu de tableau, et l'espérance de vie progresse moins vite en France que dans les pays de l'OCDE. Donc nous avons déjà une première série de résultats qui est à même de nous permettre d'aller plus loin pour essayer de comprendre quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et si faiblesse il y a, qu'est-ce que nous pourrions faire pour améliorer notre résistance aux crises pandémiques actuelles et à venir. Prochain slide. Donc ici, c'est les résultats de mon doctorat de droit qui ont été publiés dans le livre que je vous ai mentionné. Donc on voit que le modèle philosophique et politique français est basé sur ce qu'on appelle les principes républicains d'égalité, de fraternité et de solidarité, qui sont la base, le socle de notre modèle social. Et on voit que la question de santé est aujourd'hui devenue non seulement une question de système, mais est devenue une question populationnelle et politique, surtout si on prend en compte les résultats suivants. Donc pour le principe d'égalité, on peut dire que de plus en plus de Français voient leur possibilité d'être soignés diminuer. 3% de la population en 80, 13% de la population en 2010, et en 2018, 30% de la population sur 2 études indépendantes. C'est à peu près 20 millions de Français. Donc, qui renoncent aux soins. Si on considère les autres déterminants de la santé, on voit qu'il y a 300 000 sans domicile fixe en 2020. Plusieurs millions de personnes sont mal logées et au moins 1 million de personnes ont besoin d'ONG pour se nourrir. Malgré une loi importante en 1998 qui a tenté de mettre en place ce qu'on appelle des filets de sécurité pour les personnes précaires, comme les permanences d'accès aux soins de santé, on sait aujourd'hui que ça ne suffit pas, y compris la couverture maladie universelle qui devait permettre des soins gratuits pour les plus pauvres. Le système ne permet pas d'offrir partout sur le territoire des soins ambulatoires à cause de ce qu'on appelle les déserts médicaux, mais également des limitations en accès hospitalier ou médico-sociaux, des difficultés à avoir accès à la prévention, mais également à une information de qualité. Tous ces éléments interrogent le principe d'égalité. Slide suivante. Donc voici en 2019, cette étude, cette fois c'était BVA, qui disait que 63% des Français avaient déjà renoncé ou différé des soins. Ce qui est particulièrement important. Slide suivant. Surtout, un indicateur épidémiologique important, c'est l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire vivre vieux le plus longtemps possible, mais surtout en excellente santé. Et cet indicateur baisse depuis des années. Les inégalités s'accroissent entre catégories sociales, mais aussi entre territoires de santé. Slide suivante. En ce qui concerne la solidarité, souvent, il y a un discours qui ferait dire que l'assurance maladie obligatoire française rembourse bien les soins. Donc on voit que sur la porte d'entrée d'un système qui est par exemple la médecine générale, ou ce qu'on appelle les soins ambulatoires, avec les infirmières, avec les aides-soignantes, avec les médecins généralistes ou les médecins spécialistes qui ne travaillent pas à l'hôpital, notre assurance maladie rembourse de moins en moins
et ne rembourse finalement que 50% de ses soins. Ce qui veut dire que si une personne, comme nous venons de le voir précédemment, a peu de moyens et ne peut pas s'offrir une assurance maladie complémentaire, elle va devoir payer la moitié de sa poche, d'elle-même, ce qui est colossal. Ce qui fait dire que l'entrée même du système de santé français est aujourd'hui réduit, ce qui obligeait les gens à aller directement aux urgences, ce que un nouveau dispositif empêche désormais, ce qui fait que le système de santé français devient coûteux pour l'ensemble des Français, y compris ceux qui sont les plus précaires, et on comprend maintenant pourquoi aussi, en plus du manque d'offres, le manque de remboursement par l'assurance joue un rôle considérable pour éloigner finalement le citoyen du système. La difficulté aussi que l'on a, c'est qu'au sein même des hôpitaux, le système de financement va éloigner une prise en charge globale des soins pour privilégier des soins qui vont rapporter, en fonction d'une tarification à l'activité, plus d'argent à l'hôpital qui les met en œuvre que d'autres. Ce qui fait qu'on voit, et c'est les travaux du Sénat français qui l'ont décrit depuis 2012, donc la déconstruction de services dont ont besoin notamment les personnes âgées ou les personnes précaires, au bénéfice de services qui rapportent plus d'argent, mais dont n'ont pas forcément besoin la population. Ce qui fait que le principe de solidarité pourrait être considéré comme être en train d'être déconstruit. Slide suivant. La question de la fraternité est remise en cause, puisqu'une des résultantes finalement de cette dynamique qui touche la déconstruction de l'hôpital, notamment public, c'est que des populations de plus en plus importantes finalement sortent du système pour composer ces 63% de Français qui renoncent aux soins, et ce sont ce qu'on appelle les patients complexes. C'est les précaires, c'est les atteints de pathologies chroniques, c'est les âgés qui ont besoin de soins et de santé, mais pour eux, c'est de plus en plus difficile. Donc, si je prends l'extraordinaire travail de mon maître Michel Borgetto, qui est le grand spécialiste de la fraternité, on voit bien qu'on est sur la construction d'un système, d'une démocratie sans fraternité, avec une tendance à une mise hors humanité d'une partie de la population. Prochain slide. Là, on pourrait se demander aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même des catégories professionnelles qui travaillent dans le système de santé et d'assurance maladie français. Donc là, il y a une liste absolument importante qui a été faite juste avant l'arrivée de la première vague de Covid en France, où on voit que tous les indicateurs étaient au rouge vis-à-vis des professionnels de santé. Je vous en cite quelques-unes. Donc, grève illimitée de nos internes en médecine. Un médecin sur deux était en burn-out, ce qui est 3 fois plus important que dans les autres professions. La moitié des médecins hospitaliers également. 30% des postes dans les hôpitaux étaient vacants, ce qui est un indicateur très important puisque c'est un statut de la fonction publique exceptionnellement avantageux. Donc malgré cet avantage-là, les médecins ne viennent plus travailler à l'hôpital. Les déserts médicaux progressent, un nombre d'usagers de plus important diffère des soins, l'espérance de vie, comme on l'a vu, elle est en train de se réduire. Donc, pour vous dire que même à l'intérieur des corps professionnels, la situation est devenue compliquée. Diapositive suivante. En même temps, il faut mettre en perspective, face à ce qui nous occupe, des enjeux globaux importants, par exemple
qui causent beaucoup plus de mortalité, comme la pollution de l'air. Ce bilan présente 3 fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis. On pourrait discuter aussi de la mortalité de cette pandémie également, mais avec toujours une population à suivre de vraiment très près, qui est un indicateur important de la qualité d'un système, c'est les populations pauvres, puisqu'en France, il y a des études qui commencent à montrer que là où il y a eu des clusters importants et une mortalité importante à cause du Covid, c'est vraiment des territoires beaucoup plus pauvres que les autres. Par exemple, le département du 93 en Île-de-France, Mulhouse dans la région du Grand Est, Roubaix et Tourcoing dans les Hauts-de-France. Diapositive suivante. Donc simplement, je vous signale que ce lien entre les pandémies et l'environnement est vraiment une question intéressante à prendre en compte, et que Maryse de Guergue et Martha Thor-Schaub de l'Université Paris 1 ont sorti cet ouvrage qui fait référence en France sur ces questions-là. Diapositive suivante. Donc ainsi, finalement, on voit qu'entre la phase de Covid, première vague et deuxième vague en France, il y a eu une tentative de gouvernement, par un Ségur de la santé, d'essayer de résoudre les problèmes liés à notre système et à ses professionnels de santé. Aujourd'hui, on peut constater que si, et c'est juste, les salaires de certaines catégories professionnelles et de certains types de professionnels ont bien été revalorisés, l'ensemble des problématiques précédemment décrites n'a hélas pas été touché. Donc, il faut absolument pouvoir s'y mettre. Diapositive suivante. Notre problématique, c'est qu'un système, il est sur une dynamique qui lui est propre et qu'il a plutôt tendance à renforcer des solutions qui hier étaient des bonnes solutions et qui aujourd'hui sont devenues nos problèmes. Donc, comment arriver à finalement transformer ou améliorer les faiblesses des systèmes de santé et d'assurance maladie tout en amenant les solutions d'hier à évoluer vers les solutions d'aujourd'hui et de demain. Diapositive suivante. D'autant plus qu'il y a une urgence importante, c'est que, outre les professionnels de santé, les usagers et les représentants d'associations d'usagers évoluent entre une confiance en leur système qui était très nette dans les années 2000 à aujourd'hui l'arrivée d'une défiance qui peut expliquer aussi, puisqu'il y a sans doute une corrélation entre ce qui est en train de se passer avec l'arrivée du vaccin pour le Covid-19, qui sera l'objet des slides suivantes. Donc en 2017, pour la précédente présidentielle, des travaux de recherche avaient été faits pour savoir finalement quelle était la perception des citoyens français, des représentants d'associations d'usagers, des malades, par rapport à ce que je viens de vous décrire. Et on a eu 2 énormes surprises. La première surprise, c'est qu'ils ont une très bonne connaissance de ce que je vous ai décrit. Donc, bien sûr avec leurs mots, mais leur vécu fait qu'ils vont décrire finalement que ce qui ne marche pas dans le système prédomine sur ce qui marche. Le deuxième élément important, c'est que rien n'est fait pour résoudre ce qui ne marche pas. Et le problème pour eux, c'est que ça devient trop important. Donc il y a une défiance vis-à-vis de ceux qui pilotent le système de santé et d'assurance maladie, mais aussi vis-à-vis des politiques qui sont accusés de ne pas en faire assez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut corréler finalement l'état d'un système, la confiance ou la défiance des professionnels et des populations, avec la possibilité de vacciner une population ou pas. Ainsi, on peut peut-être mieux comprendre les résultats de l'étude de Doxa qu'a publié le 12 novembre dernier. Donc, il disait qu'un Français sur 2 n'a pas l'intention de se faire vacciner contre le Covid-19 et 60% des Français s'opposent à ce que le vaccin soit rendu obligatoire. Slide suivante.
On pourrait même aller plus loin, c'est-à-dire que suite aux 2 travaux scientifiques précédemment mentionnés, donc la chaire santé Sciences Po a demandé à Odoxa, en 2017, lors de la dernière élection présidentielle, de questionner les Français sur ses priorités, ou du moins ce que devait faire le président de la République et son gouvernement en priorité. Et là, vous avez deux résultats extrêmement importants. C'est que pour la première fois de notre histoire, la santé est sortie. Avant, c'était le travail, c'était le chômage, c'était l'éducation nationale, mais pour la première fois, la santé sort en numéro 3, donc après le chômage. On comprend que c'est une préoccupation qui reste et qui va durer sans doute, hélas. Mais avec les histoires des attentats, la sécurité sort en 2e et arrive en 3e avec un pourcentage important. Donc la question de la santé, la préservation du système de santé et d'assurance maladie est la 3e priorité absolue pour une majorité importante des Français. Donc en 2017, plus d'1 Français sur 2 plaçait la santé au cœur de son choix électoral, ce qui a sans doute décidé les candidats à la présidentielle en 2017 à s'engager à parler de santé avec les résultats que l'on connaît, que l'on peut bien sûr discuter. Donc quand on voit par exemple ce qui s'est passé lors de la présidentielle aux États-Unis d'Amérique, où la santé et la prise en charge du Covid a été sans doute important dans le choix des électeurs, on peut se demander en 2022 ce qu'il se passera au vu finalement de la non prise en compte actuelle des problèmes du système français, malgré la pandémie qui aurait pu être une occasion historique de pouvoir s'emparer enfin de ces questions-là. Mais on a encore peut-être des chances et du travail à fournir pour que la donne puisse bouger avant 2022. Diapositive suivante. Donc ainsi, on y est, c'est-à-dire que l'on parle d'urgence sanitaire, qu'on parle de pandémie, qu'on parle de vaccination, tout revient finalement à une question de qualité du système de santé et d'assurance maladie qui doit répondre aux besoins de santé de ces populations partout sur le territoire, pour tous les types de populations, avec un financement qui puisse être pérenne pour lui, avec des partenariats certainement de plus en plus importants dans l'avenir. Diapositive suivante. Donc pour vous redonner une idée, on parle beaucoup en France aussi de cette priorisation extrêmement importante de la prise en charge des malades du Covid-19, peut-être au détriment d'autres populations qui ont d'autres pathologies. Un grand débat aujourd'hui sur la cancérologie, mais aussi sur les malades qui ont des pathologies mentales. Et on voit que des systèmes arrivent finalement à produire des résultats qui nous intéressent énormément sur des objectifs qui parlent aujourd'hui à des systèmes modernes. Par exemple, l'objectif d'amélioration de santé de la population, on voit que des systèmes arrivent à faire en sorte que 50% des malades aient moins de pensées suicidaires. Vous changez vraiment la qualité de vie d'une population. Et cela sans réduire leur offre pour cause de Covid. Le deuxième objectif, c'est la qualité des soins. 50% des patients atteignent la rémission ou une amélioration significative. Toutes pathologies confondues. Un résultat intéressant. Et les dépenses de santé, du fait de cette qualité-là, vont être réduites, ce qui permet à l'assurance maladie ensuite de reverser les économies faites, par exemple à ces professionnels de santé. Surtout, ces programmes satisfont les usagers et les professionnels de santé. Donc on voit qu'on rentre dans des logiques qu'on pourrait appeler vertueuses, qui donnent de l'espoir pour demain, pour tous les systèmes de santé et d'assurance maladie dans le monde. Diapositive suivante. Voilà, je vous remercie. Face au Covid en Colombie. Docteur, vous avez la parole. En Francia y muy buenos días en Colombia. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, en France et en Colombie. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager l'affiche d'aujourd'hui avec le professeur Breccia. Je remercie les collègues de Colifri, de l'Institut Pasteur, Ephraïn, Daniel.
et tous ceux qui nous ont permis d'organiser cette réunion. Je vais me concentrer sur la présentation. J'espère que vous la voyez. Je vais parler en espagnol. Je vais essayer de parler lentement, puisque d'habitude je parle très vite, Ser claro para el traductor. pour que l'interprète puisse me comprendre. Donc voici mon profil rapidement. Et je vais juste utiliser 3 premiers visuels pour vous rappeler l'histoire de cette pandémie. Nous la connaissons tous, mais il est bon de rappeler que cela fait à peu près 1 an que le SARS-CoV-2 est apparu sur la planète. Vous voyez la description qui a été faite par les autorités chinoises, mais on pense que le virus est apparu bien avant. C'est la zone de Wuhan qui serait la zone d'apparition initiale. Et fin décembre, début janvier, nous avons découvert cette maladie liée à un marché d'animaux sauvages, vivants et morts, qui est peut-être l'origine de cette zoonose qui a pris une importance considérable. 11 jours après, nous savions qu'il s'agissait d'un coronavirus de caractéristiques très semblables au virus du SRAS. C'est un aspect très important puisque c'est peut-être la première pandémie où nous avons pu identifier le virus si rapidement. Concernant la vitesse de transmission, eh bien, les médias ont commencé à parler des valeurs que vous voyez à l'écran. On a aussi commencé à parler du taux de létalité en fonction de la gravité des cas, mais on ne sait pas encore réellement, en comparaison de ce taux de létalité, quel a été le nombre de cas asymptomatiques ou de cas suspects. Et l'on sait également que le taux de létalité est directement lié à l'âge. Plus le patient est âgé, plus il a de chances d'être victime du virus. Et je voulais donc vous présenter ces 3 premiers visuels avant de passer à l'aspect de la politique qui a été adoptée en Colombie. Et pour terminer, voici donc le nombre de personnes confirmées, le nombre de personnes décédées, qui correspond au taux dont je parlais précédemment. Et nous connaissons maintenant l'expérience chinoise qui nous a été utile pour orienter nos politiques, c'est-à-dire que depuis le début, s'est établie cette proportion de 95-5, c'est-à-dire 80% des personnes touchées par le virus ont des symptômes légers, 14 légers ou modérés, 14 ou 15% des symptômes graves et environ 5 à 6% des états critiques qui peuvent mériter une hospitalisation en soins intensifs. Et cette relation semble se vérifier au niveau mondial. Le 21e siècle sera peut-être le siècle des coronavirus. Chaque décennie marque l'apparition d'un coronavirus différent. En 2002-2003, le SRAS-CoV, en 2012-2013, le MERS-CoV, et 2019-2020, le SARS-CoV-2, qui se transmet par voie respiratoire
Et une grande partie des politiques de prévention au niveau mondial prennent en compte cette dynamique, c'est-à-dire la possibilité d'une transmission directe, une transmission indirecte et une transmission par aérosol. Avec ces informations, nos gouvernements ont pris des mesures en matière de prévention, de traitement ou d'éradication de SARS-CoV-2, c'est-à-dire le virus, ou la COVID-19, qui est le nom de la maladie. Ces mesures ont été très variées. Ce site internet, Our World in Data, vous le connaissez peut-être, met à jour les différentes données qui sont collectées et vous voyez l'évolution depuis le mois de janvier, le premier visuel, là maintenant le mois de mars, et ici, vous voyez l'évolution avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et maintenant le 16 novembre. Ce que je veux vous montrer avec cette séquence chronologique, c'est qu'une série de mesures ont été prises dans différents pays en fonction des circonstances. En Colombie, que s'est-il passé? Eh bien, face à la possibilité de l'importation du virus en Colombie au mois de mars, des mesures initiales ont été prises, puis d'autres plus restrictives. Le premier cas a été diagnostiqué le 6 mars et une série de recommandations et de politiques ont été adoptées, ainsi que la déclaration d'état d'urgence sanitaire. La Colombie jouit d'un système de santé qui permet une couverture qui, au cours des 20 dernières années, est toujours comprise entre 97 et 98% de la population colombienne. C'est un système divisé entre un régime subventionné et un régime contributif. Il a récemment été mis à l'épreuve par un nombre élevé de migrants provenant du Venezuela qui a généré d'autres types de problèmes en matière de qualité des soins. Mais dans l'ensemble, la couverture était bonne malgré quelques points de faiblesse, peut-être dans certaines zones rurales. La Colombie était habituellement un pays d'exportation, entre guillemets, de migrants et non pas d'accueil de migrants, ce qui a impliqué face à la nouvelle crise des migrants vénézuéliens, eh bien, une situation difficile, en particulier en matière d'infrastructures de santé, dont l'insuffisance est apparue très clairement. Un ensemble de décrets et de normes liés à cet état d'urgence sanitaire ont été adoptés non seulement en matière de santé, mais aussi en matière de la vie quotidienne, l'économie, les décrets du ministère de l'économie, des transports, etc. C'est-à-dire une série de décrets liés à l'urgence sanitaire, puis à l'urgence économique, permettant d'adapter l'économie et le fonctionnement du pays aux dynamiques de la pandémie. Alors, cela a-t-il fonctionné? Eh bien, je vais vous parler de l'impact que ces mesures ont eu. Nous comptons au niveau mondial environ 55 millions de cas, un peu plus d'1,3 million décès, et les mesures qui ont été prises en Colombie consistaient d'abord en confinement obligatoire,
Et ce n'est pas la seule mesure qui a été prise, mais c'est bien évidemment celle qui se ressent le plus fortement dans la population. En définitive, en Amérique latine, les mesures ont été semblables les unes aux autres, parfois légèrement plus restrictives ou légèrement moins, mais comme vous le voyez au bas de l'écran, un comparatif entre plusieurs pays de la région, eh bien vous pouvez voir que les mesures sont semblables en matière d'impôts. Un autre visuel très intéressant qui montre comment les mesures de distanciation physique ont eu un impact variable en fonction des populations cibles. Voici l'évolution des cas en fonction des événements. D'abord, l'interdiction des événements publics de masse, la fermeture des frontières, la fermeture des écoles, la protection des personnes âgées, le début du confinement obligatoire, des modifications, puisque ce confinement est devenu sélectif à partir du 1er septembre, et les cas ont évolué, mais l'on ne constate pas de chute significative, mais plus un contrôle de la hauteur du pic qui a peut-être été moins élevé que prévu, mais une descente relativement lente. Ces modifications et ces différents décrets ont permis de réduire le taux de contagion, passant de 2,5 à 1 entre mars et avril, mais cependant, le taux de contagion n'a pas été réduit à 0, comme par exemple en Chine, mais il est resté autour de 1 tout le temps. Est-ce que cela est positif ou négatif? Eh bien, l'avenir le dira. En tout cas, ce qui est clair, c'est que 34 000 personnes sont mortes, un peu plus de 34 000 à la date d'aujourd'hui, pour un pays qui se trouve dans les 15 premiers pays au fameux classement mondial, tout comme la France. Et donc, finalement, malgré les diminutions, eh bien, l'impact a quand même été considérable. Vous voyez ici les réductions au niveau régional, et elle est variable. Vous voyez ici la carte de Colombie, et bien sûr, les taux de contagion changent beaucoup d'une région à l'autre en fonction de ses spécificités géographiques. Il y a des municipalités qui sont des municipalités d'altitude où les cas n'ont pas vraiment baissé, tandis que des municipalités de climat plus chaud connaissent des baisses plus significatives. Différentes municipalités qui ont un taux d'impact modéré, d'autres municipalités qui sont en augmentation. Donc la situation est très variable en Colombie. Je voulais aussi vous parler des mesures qui ont fait débat concernant les personnes âgées et qui sont liées au groupe d'âge des principales victimes.
Malheureusement, les personnes de plus de 70 ans se sont senties victimes de discrimination et parfois ont même choisi la voie juridique pour déposer des plaintes contre l'État et sans que celle-ci ait été réellement résolue formellement, l'État a finalement décidé de ne pas prendre de mesures spécifiques pour ces personnes. La Colombie est un pays qui souffre de nombreuses inégalités, ce qui se ressent également dans le secteur de la santé. L'un des premiers défis consistait donc à éviter un effondrement du système de santé. Nous avons un système qui propose une excellente couverture et relativement efficace compte tenu de son coût pour la grande majorité de la population colombienne, mais la qualité parfois peut laisser à désirer dans certaines régions. Mais la couverture reste complète, indépendamment du type de régime, qu'il soit subventionné ou contributif. Cependant, la question de la qualité peut varier considérablement d'une ville à l'autre. Et la COVID-19 a révélé un problème grave, c'est-à-dire le manque de lits de soins intensifs dans certaines régions du pays, ce qui a forcé le pays, dès le départ, à ouvrir plus de lits de soins intensifs dans différentes régions du pays. Et la Colombie de 5 400 lits en avril à 11 265 lits de soins intensifs aujourd'hui, en installant même parfois dans certaines régions les premiers lits de soins intensifs. Et aujourd'hui, la Colombie est parvenue à un chiffre de lits de soins intensifs pour 100 000 habitants bien supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Mais ceci dit, évidemment, cette question a pris du temps, ce qui explique en particulier l'augmentation rapide des cas et surtout les insuffisances dans certaines régions. Le cas de Bogota est intéressant. En avril, avait 935 lits et ils sont passés à 2224 lits en novembre, avec un taux d'occupation d'environ 50%. Mais bien sûr, si l'augmentation si considérable du nombre de lits n'avait pas eu lieu, ce taux d'occupation serait bien supérieur et le système serait probablement surchargé. Nous avons également eu la chance de permettre l'accès à bon nombre de personnes à des tests. La difficulté, cependant, réside dans les capacités d'analyse au niveau national. Et il se passe finalement un élément semblable ou comparable à la question des lits de soins intensifs, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de capacité, mais aujourd'hui, le nombre de tests est suffisant et permet de couvrir la majorité de la demande. Bien sûr, en avril, mai et juin, ceci n'était pas le cas. La Colombie est aujourd'hui le deuxième pays par nombre de tests réalisés en Amérique latine, ce qui n'était pas le cas en mars-avril puisque nous n'en avions pas la capacité. Cependant, quid de l'égalité face à ces tests? Vous voyez à gauche la liste des assureurs privés de santé et certaines réalisent beaucoup plus de tests que d'autres.
Et donc, ceci montre qu'une technologie qui devrait être en principe disponible pour tous ne l'est pas nécessairement. Concernant les politiques de gestion de la pandémie, je trouve cette diapositive très intéressante puisque c'est un indicateur direct des mesures qui ont été prises et nous voyons qu'il existe une différence entre les pays en fonction de l'impact. Et vous voyez comment l'Amérique latine a été l'une des régions les plus durement touchées par cette pandémie. L'excès de mortalité pendant la pandémie est important, d'environ 20% supplémentaire en Colombie. Et concernant l'accès à des traitements ou à des produits de diagnostic, eh bien, un travail a été réalisé entre le gouvernement et différentes institutions scientifiques visant à réaliser un inventaire de tous les produits disponibles. Et la Colombie a vécu quelque chose de semblable aux autres pays du monde. Nous avons cependant encore des problèmes. Il existe de nombreux décrets, des normes, des protocoles, mais le problème reste la question du comportement des citoyens. Et la forte tendance à l'informalité du système et du travail en Colombie fait que, eh bien, parfois, maintenir la distance et prévenir les contacts est assez difficile et surtout, pour bon nombre de travailleurs informels, rester à la maison n'est tout simplement pas possible puisque cela signifierait mourir de faim. Un autre aspect important de cette pandémie concerne la dépendance face à certaines technologies. Et cet article montre que pour l'Amérique latine au départ, il était très difficile d'avoir accès à des réactifs, par exemple, pour faire différents tests. Et même si parfois certains pays manifestaient leur intérêt d'acheter certains produits, eh bien, ils ne pouvaient pas toujours le faire, ce qui a eu un impact sur la qualité de la riposte. L'infodémie, ce nouveau terme qui est apparu suite à l'abondance d'informations contradictoires, a été difficile à gérer. Concernant par exemple l'utilisation d'azithromycine ou d'autres médicaments qui pourraient en réalité avoir des effets secondaires néfastes. La stratégie du gouvernement actuel s'appelle PRAS, P-R-A-S-S, qui en français signifie test, traçage et isolement sélectif durable, inspiré de pays comme la Corée, qui se centre sur les personnes qui ont des symptômes. C'est une stratégie qui semble être très intéressante, mais qui est difficile à mettre en œuvre à cause des questions de confidentialité qui doivent être respectées dans le traçage,
à cause d'une certaine méfiance de la part de la population ou simplement parce que les personnes ne veulent pas être testées de peur de forcer leur entourage à se confiner. Par conséquent, ces stratégies ne génèrent pas toujours suffisamment de confiance et rendent difficile le contrôle de la pandémie. Nous réalisons un suivi. Le gouvernement réalise un suivi des cas confirmés. Cependant, si le pourcentage de suivi des cas confirmés est satisfaisant, le pourcentage des personnes contacts est très insuffisant. Concernant l'évolution de la courbe, la possibilité d'une deuxième vague en Colombie, d'une amélioration ou pas, eh bien, c'est très difficile de répondre puisque les décisions qui sont prises au niveau national doivent être reprises au niveau régional et local, mais elles dépendent en définitive du comportement de chacun pour espérer atteindre un modèle relativement contrôlé. En haut à gauche, le scénario 1, relativement contrôlé. Le scénario 2, avec un taux de 60% de respect des mesures, tandis que le premier était un taux de 70% de respect. Le scénario 3, 80% de respect, en bas à gauche. Qui semble être le cas que nous vivons à Bogota jusqu'à maintenant. Quelques secondes pour parler des vaccins. Je sais que vous allez avoir un webinaire là-dessus, donc je ne vais pas m'attarder, mais je voulais simplement vous parler des caractéristiques des différents virus. Vous les avez vus à l'écran. Il y a 12 vaccins en phase 3, 38 en phase 1, 17 en phase 2. Voici les 12 vaccins avec les différentes stratégies qui ont été présentées. 13 stratégies différentes. On souligne le vaccin de Pfizer, d'ARN, le vaccin de Moderna et le vaccin de la Fédération de Russie. Et l'on peut se demander ce qu'il va se passer dans un pays tel que la Colombie qui n'a pas des capacités de production des virus. C'est pourquoi nous dépendons de la stratégie COVAX de l'Organisation mondiale de la santé qui nous permettrait de proposer un vaccin dans un premier temps aux personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire principalement les personnels de santé, les personnes de plus de 70 ans ou les personnes souffrant de comorbidité. La réinfection ne constitue pas encore réellement un problème de santé publique, mais c'est un aspect qu'il faut surveiller, surtout en lien avec les virus, puisque nous ne savons pas encore si les virus permettront une immunité à long terme. Il pourrait s'agir d'une immunité à court terme avec les premiers virus. Nous savons qu'en Colombie, le comportement de l'épidémie est assez particulier. Il y a des évolutions et il faudrait aussi savoir à quel moment le vaccin va arriver. Voici les résultats de l'examen de séroprévalence en Espagne après la première vague. Et vous voyez ici que dans une ville moyenne de la côte atlantique de Colombie, la prévalence est de 55%. C'est-à-dire que nous sommes proches de l'immunité collective. Et donc,
Si le vaccin n'arrive pas rapidement, aurons-nous toujours besoin d'un vaccin dans 1 an ou dans 2 ans si l'immunité communautaire se renforce? Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Alvarez, pour cette chronologie et pour l'explication concernant l'évolution du virus en Colombie et toutes les difficultés dont souffre le système de santé dans ce contexte. Je crois que nous allons pouvoir prendre simplement 1 ou 2 questions et je vais commencer par vous poser la question à tous les deux. Comment la France et la Colombie peuvent-elles aligner leur politique pour être finalement au même niveau que l'Union européenne pour le cas de la France ou l'Amérique latine pour le cas de la Colombie, puisque si certains pays dans une région prennent des mesures et que ces mesures sont différentes de celles des pays voisins, peut-être que l'asymétrie peut empêcher une lutte appropriée contre la pandémie. Alors que fait la France dans le cadre de l'Union européenne et que fait la Colombie pour aligner à la région? Je crois que nous sommes en Colombie près de politiques qui ont été annoncées par l'OMS et par l'Organisation panaméricaine de la santé. Nous sommes de pair, en fait, les recommandations qui sont faites à partir de cet organisme international. Il faut dire que la Colombie a aidé à construire ces recommandations et assure le suivi et le respect pour établir ainsi les mêmes politiques à l'échelon régional et global. Évidemment, il y a des différences importantes. Il faut dire, par exemple, pensons Efraïn avec les tests PCR dans les avions, si utilisés pour tous les voyageurs ou non. Certains pays le demandent ce test, d'autres ne le demandent pas. Alors, il y a eu ce va-et-vient et on s'est demandé en Colombie si cela valait la peine ou non. Il faut dire que la Colombie, suite à cela, a décidé de ne plus demander les résultats ou ces tests-là pour les voyageurs parce qu'on a estimé que cela, plutôt que d'être un avantage, peut représenter une stigmatisation. Et moi, je suis d'accord. Je crois que vu la situation en Colombie, où il y a la situation actuelle, il faut dire que il y a une circulation dans tout le pays. Le fait d'estimer que cette mesure peut avoir un impact dans la santé publique colombienne, je crois que non. Il faut se demander si pour les voyageurs, il pourra y avoir un risque supérieur ou non. Mais je cite cet exemple de la décision prise en Colombie, non pas tellement pour parler du test en tant que tel, mais pour dire que dans d'autres pays, les décisions sont différentes par rapport à ce test. Alors, il faudra-t-il unifier les critères quant à l'application de ce test pour les voyageurs? Vous l'avez dit, si l'on n'adopte pas des mesures qui soient les unes de pair avec les autres, peut-être cela va causer des problèmes. Alors, que dire? Fermer les frontières entre la Colombie et l'Équateur, est-ce que cela ne va pas entraîner des problèmes plus graves quand il y a pratiquement la même prévalence dans les 2 pays? Ce sont des questions à se poser. Et le fait de fermer les frontières peut vraiment entraîner qu'il y ait donc des gens qui traversent la frontière de manière illégale et cela peut être à l'origine de problèmes plus graves, inéquité, etc. Donc cela, il faut le repenser compte tenu de l'épidémiologie, naturellement, de l'infection en tant que telle, mais il faut aussi songer du point de vue de la santé publique en termes plus globaux. Docteur Brécha. Oui, je vous remercie pour cette très belle présentation. Donc, pour répondre à votre question, peut-être 2 temps. Donc, le premier temps, c'est la réponse directe, comment la France travaille avec d'autres pays, notamment de l'Union européenne. Ce qu'on a vu lors des premières et deuxièmes vagues, c'est surtout des transferts de malades graves de la France vers l'Allemagne, puisque nous n'avons pas réussi à augmenter suffisamment vite les possibilités en nombre de lits. Ce qui amène peut-être la deuxième partie de mon questionnement, donc suite
cette superbe intervention que je viens de vivre, c'est que les partenariats ont pu être faits en dehors de l'État et de l'assurance maladie sur des questions que vous avez soulevées. C'est par exemple, vous avez réussi à montrer des cartes où on peut voir des variations entre vos différentes régions, même aussi entre les différentes villes. Donc nous n'avons pas ce potentiel-là en France aujourd'hui encore. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais ma question, c'est est-ce que vous le faites pour d'autres déterminants de la santé, pour d'autres critères de santé que la question du Covid telle qu'on l'a vu? Ce serait ma première question. J'en ai une deuxième, c'est vous avez fait le choix donc de développer votre nombre de lits de réanimation. Est-ce que comme nous, vous avez fait le choix de ne pas en construire d'autres et vous avez pris finalement des places dans des services où d'autres malades non Covid auraient pu avoir besoin de ces lits, mais du coup ne les ont pas eus? Est-ce que vous avez fait finalement comme les Allemands, comme les Russes, comme les Chinois, vous avez construit d'autres hôpitaux ou d'autres structures pour mettre à ces places-là les lits de réanimation sans toucher aux autres capacités de possibilités de soins pour vos autres malades? De acuerdo. Creo que vamos a tener una última pregunta porque ya... Bien, merci. Une dernière question parce que nous n'avons pas davantage de temps. Une question qui nous est posée sur le chat. Comment est-ce que la France et la Colombie peuvent aligner leur politique de santé? La personne qui a posé la question, pourriez-vous expliquer davantage ou préciser davantage le sens de votre question? Enfin, pour compléter, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une problématique conjointe entre la Colombie et la France, à savoir que ce sont des pays centralistes où les décisions sont prises à partir de la capitale. Bien des fois concernant des régions qui ont des spécificités bien différentes de la capitale, et cela entraîne des chocs entre le pouvoir central, la présidence, le premier ministre, chez vous, les maires, les gouverneurs, les préfets des régions. Alors, comment pourrait-on coordonner et articuler une politique de santé qui tienne compte de ces différences régionales? À mon avis, en fait, je vois là une différence importante. En Colombie, il y a la possibilité de décentraliser une politique de santé, non seulement concernant la COVID, mais d'une manière générale, va de pair avec les fonds financiers. Et là, il faut dire qu'il y a des régions bien plus pauvres que d'autres par rapport à d'autres, et cela doit être pris en compte. Quand on songe à l'accès au système de santé, vu que les caractéristiques d'infrastructures, ordre public aussi, qui font que le fait d'avoir des stratégies de santé n'est pas aussi facile dans certaines régions par rapport à d'autres. Et il faut aussi penser aux gouvernements locaux, c'est-à-dire pour ces gouvernements locaux, est-ce que la santé est-elle véritablement prioritaire? Comment définissent-ils ces gouvernements régionaux les priorités? Il y a aussi les thèmes de corruption, il ne faut pas les négliger. Donc, peut-être sur le papier, les choses peuvent paraître merveilleuses, mais vraiment se mettre, disons, sur la même ligne d'action n'est pas aussi facile pour ces raisons-là. En ce moment, sur le papier, cela existe. Maintenant, il faut passer à l'action et concrétiser. Et ce défi est en Colombie, et non seulement concernant la COVID, mais aussi d'autres aspects de la maladie. Docteur Breccia? Oui. Merci pour cette très belle et importante question. En France aussi, ça fait bien une vingtaine d'années qu'on réfléchit à cette possibilité-là, qui est devenue une question aujourd'hui politique, puisque pour la première fois de notre histoire, on a des responsables de région dont ce n'est pas la mission, qui s'engagent de plus en plus dans le domaine de la santé, avec des budgets qui sont supérieurs à ceux donnés par l'État à ces agences régionales pour ces missions-là.
Donc on voit qu'il y a des forces politiques qui sont en train de pousser pour permettre beaucoup plus d'efficacité régionale et territoriale par rapport à des décisions centralisées qui aujourd'hui peinent à aboutir et à convaincre. Donc c'est une excellente piste de travail commun. Muchas gracias, doctor Brescia. Creo que ya ha pasado la Merci, hora. docteur Brescia. Donc, nous avons déjà dépassé 1h30. Je crois qu'on doit donc clore notre séance. Merci aux deux interventions, aux deux intervenants. Merci de votre présence. Merci de vos efforts. Si vous voulez, nous vous invitons tous à vous inscrire déjà pour participer la semaine prochaine à notre deuxième webinaire sur le droit de la compétence et le brevet d'office. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci. Hasta luego. À bientôt, professeur Pierre. À bientôt, professeur Pierre. À bientôt. Au revoir et merci à tous. À bientôt, merci.